Bonjour et bienvenue sur la philosophie de combat, 21e vidéo, encore une fois consacrée à la rhétorique. Cette fois-ci, dans cette partie, on va vraiment rentrer dans le détail de la rhétorique, et puis après, ou peut-être dans la prochaine vidéo, je parlerai vraiment de la manipulation. J'aimerais profiter là très rapidement pour dire un grand merci à tous les gens qui postent des articles sur Wikipédia. C'est vraiment une belle et grande base de données, et puis beaucoup de connaissances y a été ajoutées au fil du temps. Et comme tous les argumentaires, et je vais vous lire justement, enfin je vais utiliser la page de Wikipédia sur les sophismes pour vous parler justement de tous les sophismes, eh bien je remercie tous les gens qui ont participé sur cette page, qui ont posté leur qui ont mis ou qui ont mis à la portée de tous leur connaissance, et donc vraiment bravo et merci, vous avez fait un excellent travail. Donc on a vu que la rhétorique c'est vraiment un système dans lequel le langage va jouer un rôle et que on va on va convaincre l'autre en le faisant rentrer dans son système en utilisant un certain nombre de mots. Et donc dans ce système, si vous voulez, c'est comme un cercle et on ne peut pas s'échapper de ce système-là, ou alors il faut d'autres mots, il faut des meilleurs mots pour décrire la vérité, et souvent tout simplement les hommes politiques qui veulent vraiment vous faire rentrer dans leur système de pensée utilisent un certain nombre de mots et en refusent un certain nombre, et pas parce que ils aiment pas les mots en soi, mais parce que ils ne rentrent pas dans leur système. Et vraiment un système, c'est un ensemble vraiment cohérent qui fonctionne et qui vous donne une certaine vision du monde. C'est dans votre esprit, ça a le rôle d'un rouleau compresseur dans lequel tout ce qui n'est pas compris dans ce système va être évincé de votre pensée, de votre esprit. Ça agit comme un médiateur entre vous et le monde. C'est-à-dire qu'il y a le monde sensible, ce qu'on ressent, là ce stylo, je peux le sentir, etc. Mais pour décrire cette réalité sensible, j'ai un certain nombre de mots. Et quand ces mots sont imbriqués dans l'intérieur d'un système, eh bien je ne vois qu'une partie de la réalité. Et donc les mots canalisent une information et canalisent le monde sensible, et je peux sentir beaucoup de choses, mais je vais pas forcément avoir le mot pour le dire. Donc on met des mots entre nous et le monde, et ces mots, on va les enfermer à l'intérieur d'un système qui lui-même est enfermé à l'intérieur d'une idéologie, d'un dogme, d'une philosophie ou d'une religion, ou encore du bon vouloir ou de tout autre système d'enfermement. Système d'enfermement. Ce système d'enfermement est codé de manière à ce que sa sémantique bride notre esprit dans ses limites. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc vraiment, on est dans un cercle et on ne peut pas sortir du cercle parce que les mots nous empêchent de penser au-delà de ce système de pensée, de système de mots qui va justement tous les placer dans cette sphère justement, et cette sphère je peux pas en sortir parce que j'ai pas les mots pour en sortir. Alors quand les mots sont enfermés dans un système, notre esprit est incapable de sortir de ce système. Il peut ressentir les phénomènes mais ne peut pas les nommer. Par exemple, on peut espérer mais on ne connaît pas le mot espoir. C'est-à-dire qu'on a on veut un monde meilleur, on sent, mais on ne sait pas comment dire ça. Et ça porte un nom, ça s'appelle l'espoir. Eh bien, c'est pour ça que c'est très difficile de définir des mots comme le bien, le beau ou le vrai, par exemple. Prenez l'exemple du beau, par exemple. Je pourrais expliquer le beau, mais très souvent, je vais expliquer le beau par rapport à une vision du monde, une manière de voir le monde, et cette manière de voir le monde est rattachée à la métaphysique, on verra ça après. Et donc, quand je veux définir le bien, le beau ou le vrai, j'ai vraiment du mal avec qu'est-ce qui est beau finalement, qu'est-ce qui est beau pour moi, qu'est-ce qui est beau pour l'autre, qu'est-ce qui serait beau universellement. Alors Kant dira ce qui est beau et ce qui plaît universellement est sans concept. Donc c'est voilà, chacun va avoir sa définition et sa façon de décrire ce qui est beau. Mais comme chacun a sa manière de voir, ou les mots pour décrire ce qui est beau, on a beaucoup de mal à dire qu'est-ce que c'est le beau vraiment. Et pourtant, on trouve une chose belle. On peut trouver une femme belle, on peut trouver une voiture est belle, on peut trouver un paysage est magnifique, il est beau, mais
comment on décrit ça, comment on explique ça. Il faut bien un certain nombre de mots pour les décrire. Et si je veux vous donner une vision du beau, ben, je vais enfermer tous ces mots dans un système, etc., etc. Donc la rhétorique est la partie linguistique essentiellement du système, et donc c'est vraiment un travail sur les mots. On n'est pas là pour se taper dessus, on est là pour discuter, argumenter, etc. Euh, Alors, j'ai dit la rhétorique, ah oui, j'ai oublié un mot. La rhétorique classique, essentiellement, c'est un système linguistique. Parce que la rhétorique moderne, si je ne sais même pas si on peut vraiment appeler ça de la rhétorique, mais travaille beaucoup plus c'est beaucoup plus du travail en profondeur, et c'est la rhétorique moderne ou la façon de manipuler l'esprit des gens est beaucoup plus efficace, parce qu'elle va jouer sur des mécanismes et pas sur un système de mots. On verra ça un peu après. Donc, un travail sur les mots, essentiellement dans la rhétorique classique, le mot qui tue. Alors ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, il y a toujours eu des mots qui tuent. C'est-à-dire que quand je vous dis, je vous insulte avec ce mot-là, c'est le mot qui tue. Euh, Exemple, un nazi, pédophile, hérétique, tout ça, c'est aujourd'hui hérétique, ça marche plus, mais au XIIIe siècle, ça marchait bien. Aujourd'hui, on a d'autres mots pour désigner quelqu'un comme étant la pire des ordures. Et ben, on va dire un pédophile, par exemple, c'est la pire des ordures. Et puis, il y a pas si longtemps que ça, c'était un hérétique, c'était lui la pire des ordures. Et puis, ça change au fur et à mesure du temps. Ça, c'est vraiment le mot qui tue. Et chaque civilisation et chaque société même a un certain nombre de tabous. Et quand vous êtes celui qui va justement avoir le sacrilège parce que le tabou c'est le sacré, hein, donc qui va justement commettre le sacrilège d'aller au-delà du tabou et de commettre l'inceste, l'acte pédophile ou ce genre de choses, et ben on va justement le balancer cette insulte-là à la face. Et c'est vraiment le mot qui tue. Et toutes les époques ont un mot qui tue. Et la nôtre aujourd'hui, ça serait par exemple nazi. Ça perd un peu de vitesse. Je suis sûr qu'on va retrouver un autre pour vraiment décrire quelqu'un qui c'est vraiment la pire des ordures. Nazi est en perte de vitesse tout simplement parce que c'est tellement utilisé que ça devient trop facile. Et c'est comme il y a tout un tas de mots comme ça pour tout un tas d'insultes qui sont vraiment les mots qui tuent. Ça a pu être nègre à une époque aux États-Unis, ça a pu être nazi en France à une certaine époque, mais à force de répéter ces mots, ils n'ont plus aucun sens, vous voyez. Donc à chaque époque, par contre, retrouve toujours. Je pense que le mot qui tue ou l'insulte la pire en ce moment, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est pédophile. Il faut faire attention avec les mots qui tuent parce que quand vous traitez quelqu'un vous employez ce mot-là, le mot qui tue, c'est souvent que vous voulez détruire la réputation, etc. d'une personne. Et le problème de ça, c'est que on s'en fout d'ailleurs savoir si c'est vrai ou pas, c'est que il faut faire attention aux mots qui tuent, c'est-à-dire les impressions qu'ils ont sur nous. Si je vous dis que un tel est un pédophile, vous allez tout de suite avoir une mauvaise impression de lui, mais vous savez même pas si ce que je vous dis est vrai ou pas, en fait. Donc faites attention aux mots qui tuent. Quand vous dites que quelqu'un est un hérétique, non, il aime Dieu, mais d'une façon différente de la mienne. Donc c'est pas forcément un hérétique, c'est plus compliqué que ça. Mais donc attention aux mots qui tuent, il y en a toujours eu des mots qui tuent. Aussi le mot parfait. C'est vraiment le mot avec c'est la même chose que le mot qui tue, mais dit d'une façon un peu plus classe. En gros, le mot parfait, c'est au lieu de dire de quelqu'un qui est un nazi, vous lui dites vous avez une attitude douteuse lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est plus fin, ça fait moins le mot qui tue et c'est tout aussi violent. Au lieu de dire de quelqu'un qui est un pédophile, vous lui dites vous avez un comportement déplacé avec les enfants. Là, ça jette le doute, l'effroi, enfin vraiment, ça jette l'opprobre sur une personne. Vous pouvez dire qu'on disait que c'était un hérétique. Vous disiez, mais vous n'étiez pas vous étiez pas à la messe dimanche dernier. Pourquoi ça laisse supposer que vous avez mieux à faire. Et si vous avez mieux à faire que prier Dieu, vous nous expliquez qu'est-ce que vous aviez de mieux à faire, parce que quand même Dieu c'était la chose la plus importante au monde jusqu'au XVIIe siècle à peu près. Et donc, voyez, le mot parfait, c'est le mot qui tue en un peu plus classe, en gros. Travail sur les phrases, ça c'est très intéressant. Vous allez voir, je vais vous poser 2-3 questions, et vous allez voir que dans cette question-là, il y a tout un univers qui se dégage tout d'un coup. Des phrases qui sont un système en elles-mêmes, j'ai mal choisi mon mot, je vais le barrer d'ailleurs. C'est pas un système, c'est des phrases qui sont donc vraiment on a la rétro classique, on cherche, comme tu es un philosophe, on cherche la meilleure question. Quelle est la question qui peut le mieux résumer et même peut-être résoudre toute la problématique du monde contemporain. On l'a pas forcément encore trouvée, mais elle doit exister. Je vais vous poser une question.
euh, qui est qui elle-même porte en elle-même toute la profondeur de la question du raisonnement philosophique. Qu'est-ce que Dieu, par exemple? Si je vous pose la question qu'est-ce que Dieu? Eh bien, on est vraiment dans la rhétorique classique, et pour répondre à cette question, soit vous me dites Dieu, c'est ce qui est écrit dans la Bible, alors on peut lire la Bible, soit vous me dites bah Dieu c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, etc. Et vous appelez par exemple Spinoza, et vous allez dire bah oui, alors Dieu, il y a la substance étendue et la substance pensante, ou plutôt exactement la chose étendue et la chose pensante, etc. Et vous allez rentrer on va rentrer vraiment dans un débat purement d'argumentation. Rien qu'avec cette simple question, on fait émerger toute la force de la philosophie. Voilà, pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, je veux montrer qu'on peut faire un travail sur les mots en rhétorique et puis un travail sur les questions, les questionnements. Qu'est-ce que Dieu? Combien devrait durer une journée normale de travail? Posez-vous cette simple question. Est-ce que ça devrait durer 14 heures, 8 heures, 12 heures, 6 heures? Combien devrait durer une journée normale de travail? Ça, c'est vraiment une question intéressante. Et si vous voulez vous intéresser à cette question, vous lisez Karl Marx. Et plus profond encore, quel est le sens de la vie? Ça, c'est vraiment une question très 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 compliquée. Alors, qui est comprise de deux façons. Hein. Quel est le sens de la vie pour moi au quotidien, ou quel est le sens de la vie de tout ce qui est vivant en général? Et donc, rien qu'avec cette question, bah là, on pose une question qui est tellement vaste, ça ouvre des perspectives et des champs assez infinis. Alors, là, on va parler maintenant très clairement de rhétorique et du travail classique qui a été fait sur le langage pour faire adhérer quelqu'un à ses opinions. Première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'on est dans un cadre dans lequel on imagine que pour résoudre le conflit qui nous oppose sur telle ou telle notion, sur telle ou telle définition, ou sur telle ou telle vérité, on va pas se taper dessus, mais bien sûr on va pouvoir discuter. Et on est vraiment dans le cadre et dans l'idée que si on discute ensemble, je vais pouvoir vous faire penser, faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et donc on cherche à résoudre le problème par le langage et justement pas par la violence. Donc c'est ce que font les hommes politiques, c'est ce que font les diplomates, etc. Et dans l'idée, moi je peux avoir des arguments et vous pouvez en avoir. Ça va être plutôt l'idée de la dialectique. Mais maintenant, on va voir comment on fait, quels sont les petits trucs qui marchent et qui sont utilisés. Et la première chose qu'il faut connaître, et d'ailleurs la seule chose qu'il devrait savoir vraiment connaître et savoir faire, et vraiment la technicité de la rhétorique, ça s'appelle les sophismes. Alors les sophismes, ce sont souvent dit des arguments fallacieux, c'est-à-dire des arguments qui ont l'air vrais a priori, qui sont justes a priori, mais en fait qui ne le sont pas. Et donc, l'argumentation est avant tout quelque chose de logique, c'est-à-dire que normalement, vous placez les bonnes idées à la suite des autres, et puis normalement, si c'est suffisamment logique, la vérité devrait en découler d'elle-même, mais souvent, ce qu'on dit est à l'illusion de la vérité, à l'illusion d'être la bonne vérité, mais ce n'est qu'une illusion parce que ce sont des raisonnements ou des logiques fallacieuses, c'est-à-dire qui sont fausses. L'exemple classique qu'on dit, hein, c'est un cheval à trois pattes est plutôt rare, et ce qui est rare est cher, donc un cheval à trois pattes est cher. Ce qui est faux, parce qu'un cheval à trois pattes, sa valeur dépend de son utilité et pas du tout et pas de sa rareté, pour le coup. Donc c'est un sophisme intéressant parce qu'effectivement ce qui est rare est cher, un cheval rare est plutôt cher et un cheval à trois pattes c'est très très rare, mais vous voyez on joue sur des notions de qu'est-ce qui est l'utile dans un cheval, ou qu'est-ce que la notion de rareté. Vous voyez bon. Donc c'est vraiment des choses, il faut si vous voulez pour penser plus logiquement, on peut avoir les mathématiques, et pour penser plus logiquement, on peut aussi dire moins de sophisme. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'argumentation dans notre esprit qu'on a déjà à la base parce que on nous l'a donné, etc. Tout un tas d'arguments qu'on nous a soumis qui étaient en fait faux. Et pour mieux raisonner, au lieu d'essayer de raisonner plus juste, on peut aussi déjà commencer par raisonner moins faux. Donc, pour raisonner moins faux, il faut savoir identifier tous les sophismes qui existent et puis savoir lesquels sont justes et lesquels sont faux.
Et non, surtout, non, et savoir surtout ne pas en faire quand on pense ou quand on argumente. Et aussi, si ça vous intéresse ou si c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, eh bien, on va justement voir quels sont les différents sophismes pour que vous puissiez argumenter de façon fallacieuse tous vos arguments. Alors, ça on l'avait déjà vu, mais le premier c'est argumentum ad nominem, ou attaque personnelle, est formulé contre une personne qui soutient une thèse et non pas contre la thèse elle-même. Donc je vais pas essayer de négocier la thèse, je vais dire en gros tu pues de la gueule, t'as des grandes oreilles, t'es un nazi, etc. On discute même pas la thèse, on discute la personne qui dit la thèse. Ça c'est très très souvent utilisé, c'est ce qu'il y a de plus bas et de plus lâche en rhétorique, mais c'est souvent utilisé quand on veut casser le débat avec une personne, on peut lui dire tout simplement tu pues de la gueule, et c'est vrai que ce qu'elle dit est tout de suite beaucoup plus diminué. Une amphibologie. Alors, une phrase interprétable de plusieurs façons. Alors, j'adore cet exemple. Hein, c'est les vieux. On ne devrait pas laisser les personnes âgées conduire sur les routes. C'est beaucoup trop dangereux. Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que c'est dangereux que les personnes âgées aient le droit de conduire, ou est-ce que c'est les routes qui sont dangereuses et que il faudrait protéger les personnes âgées des routes? On sait pas du tout. C'est une phrase qui peut avoir plusieurs sens. En gros, hein, les personnes âgées ne devraient pas être autorisées à conduire sur les routes, c'est beaucoup trop dangereux. Mais qu'est-ce qui est dangereux, les routes ou les personnes âgées? euh, Il quitte la femme le jour de son anniversaire. Bah, l'anniversaire de qui? De celui qui quitte sa femme ou de sa femme? On sait pas. Donc voilà, et tout un tas de phrases, c'est polysémique, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Argumentum ad verecandium, aussi appelé le chef a toujours raison ou argument d'autorité. Donc là c'est assez facile, hein, en gros c'est moi le patron donc c'est moi qui ai raison. Ah non, c'est pas parce que c'est toi le patron, c'est toi qui as raison, mais bon, c'est souvent un argument qui est autorisé, c'est moi le chef, c'est moi qui ai raison. Alors que ça n'a rien à voir, on peut être le chef mais en même temps avoir tort, vous voyez. Argumentum ad consequentiam. En gros, tout ce qui est sur les conséquences. C'est-à-dire, je défends une thèse et je dis les conséquences seront terribles, seront ceci, seront cela. L'appel à la terreur, si vous maintenez votre point de vue, il y aura des conséquences désastreuses, terribles, etc. Donc l'appel à la flatterie, un homme comme vous ne peut pas défendre tel genre de position, c'est-à-dire les homosexuels sont sont trop bien pour se marier, pourquoi est-ce qu'ils voudraient se marier, ils sont trop bien pour ça. Voilà, ça serait les, un appel à la flatterie, hein, je veux dire, la conséquence. Ce que je veux dire par là, c'est que ça déshonorerait les homosexuels de se marier, et donc pourquoi est-ce qu'ils veulent le mariage homosexuel? Ça serait. Alors on n'est pas là pour savoir si c'est bien ou mal, moi j'en ai rien à foutre personnellement, on est là pour comprendre comment fonctionne la rhétorique. Argumentum ad populum, aussi appelé la raison de la majorité. Dieu doit exister puisque la majorité des humains y croient depuis des millénaires. Ou encore, la France représente moins d'1% de la population mondiale et ne peut donc avoir un rôle significatif. Non, ça n'a rien à voir du tout. Il se trouve que la France représente moins d'1% de la population mondiale, ça c'est vrai, mais les conséquences que je tire de cette thèse, qui sont que, et donc, elle ne peut pas avoir un rôle significatif, bah, c'est faux, elle a aussi un rôle significatif, même si elle représente moins d'1% de la population, et le nombre ne justifie pas la vérité. La plupart des gens pensent un certain nombre de choses, mais est-ce qu'ils sont dans l'illusion ou dans la vérité? On ne peut pas déduire la vérité de ce que pense la majorité des gens, c'est faux. On peut aussi le faire, mais c'est, vous voyez, on peut aussi le faire, mais c'est pas forcément vrai, vous voyez. C'est de dire donc ceci, cela, donc ceci, cela. Alors, argumentum ad misericordam, appel à la pitié. Ah oui. Si un jour vous vous présentez à la présidence de la République, vous mettez un slogan, en gros un appel à la pitié, hein, vous votez pour moi ou je suis foutu. Ça serait pas mal ça. Et puis vous mettez, j'avais vu ça, je crois, c'est dans Fluide Glacial ou je sais plus lequel, où il y avait ça en 2007 pour la campagne et c'était vraiment marrant parce que on voyait un gros mec en Marcel chez lui devant une bouteille de vin et une miche de pain dans la misère la plus totale et il y avait marqué en gros au-dessus votez pour moi ou je suis foutu et je l'ai trouvé ça génial. Et donc ça c'est un appel à pitié. Non, on n'a pas voté une personne ou on n'a pas donné du pognon à une personne dans la rue parce que il a fait un appel à notre pitié. Il joue sur notre pathos mais on n'est pas obligé. Mais lui en même temps, moi si j'étais un SDF, je jouerais toujours tout le temps sur le pathos des gens. Vous avez pas vraiment le choix déjà, et puis ensuite, bah, faut jouer sur ce qui marche. Hein. Vous n'êtes pas,
D'ailleurs, quand on est dans la rue, on est dans la nécessité et puis on fait ce qu'on peut pour survivre. Hein. Appel au ridicule. Si la théorie de l'évolution était vraie, cela voudrait dire que mon grand-père est un gorille. Ça, c'est aussi génial. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. C'est votre thèse, si elle était vraie, ça serait vraiment ridicule. Je veux pas rien rajouter, c'est juste génial, ça. Argumentum ad odium. Le fait de rendre odieux, inacceptable les arguments de l'opposition à travers une présentation à connotation péjorative. En gros, si vous écoutez ce genre on est bien dans l'idée de la conséquence. Hein. Si vous parlez à ce genre d'individu, ou si vous écoutez ce genre d'individu, c'est vraiment vous êtes le dernier des ignobles, des plus gros connards de la terre. Donc en gros, si vous écoutez ce genre d'individu funeste, il va vous arriver que de la misère. Et donc là, l'idée, c'est vraiment que la thèse est peut-être juste. Non, il faut justement, c'est comme quand on autologise une personne. En gros, c'est un nazi. Si vous écoutez la parole des nazis, c'est que vous allez devenir un nazi. Comme vous n'avez pas envie de devenir un nazi, vous n'avez pas écouté cette personne. C'est un argument comme un autre. C'est dégueulasse, mais ça marche et ça marche toujours et ça marchera encore, je pense, pendant longtemps, tant qu'on n'est pas au courant que ce genre d'arguments sont fallacieux. C'est-à-dire je veux dire, quelqu'un qui on peut quand même écouter quelqu'un, je veux dire, même les, c'est d'ailleurs ça un des principes de la justice qui est parfois assez inacceptable, qui est dur à accepter, mais je veux dire, même les violeurs ont droit à une parole. C'est-à-dire que s'ils ont commis un crime horrible, c'est vrai, mais même eux ont le droit à une parole, ont le droit de dire oui, mais j'avais bu, j'étais ou peu importe, ils ont le droit aussi à une parole. Donc il faut certes un violeur c'est odieux, mais on doit quand même lui laisser la possibilité de s'exprimer. Surtout si c'est pas lui qui a fait le coup et que ou la police a fait une erreur judiciaire, etc., etc. Bah, il faut quand même laisser le droit de parole à une personne, même si on pense qu'elle est odieuse, etc. Bon, il y en a encore un là. Deux faux font un vrai, appelé aussi sophisme de la double faute. En gros, l'exemple qui est donné, hein. Et alors, d'autres ont fait bien pire que moi. Oui, bah, effectivement, si d'autres ont fait pire, c'est vrai qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi. Donc voilà, tout ça, pour l'instant, c'est vraiment, et ça restera là, que des arguments fallacieux. Argumentum ad novitatem. Le fait de donner raison aux arguments les plus nouveaux qui font le plus moderne. Bah, cette année, les couleurs acidulées sont à la mode, donc si vous portez pas des couleurs acidulées, c'est que vous êtes certainement un has-been. Non, c'est pas vrai. C'est juste que comme effectivement c'est la dernière truc qui est sorti, ou si vous avez pas un iPhone je sais pas combien, en gros bah, vous êtes pas connecté au monde moderne. Bah non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que mais c'est publicitaire, ils utilisent souvent d'ailleurs cet argument de la nouveauté, c'est nouveau donc c'est génial. Non, c'est nouveau donc c'est nouveau. Ça ne le génie n'est pas inclus dans ce qui est de nouveau, vous voyez. D'ailleurs, ça c'est souvent quelque chose qu'il faut combattre, l'argument de c'est nouveau donc c'est bien. Non, on n'en sait rien, c'est nouveau donc c'est nouveau. C'est peut être bien comme mal, vous voyez. Il faut toujours éviter de penser que c'est nouveau, c'est génial. Par exemple, en musique, quand vous écoutez la radio, souvent on vous dit ah le dernier tube de machin, etc. Et on vous fait toujours penser que comme c'est le dernier qui vient de sortir, c'est forcément le meilleur. Alors pas du tout. C'est juste le dernier qui est sorti. Mais est-ce que c'est le meilleur? On n'en sait rien. Est-ce que c'est génial? On sait pas. Et puis souvent, vous écoutez la radio, le dernier album de machin ou le non, ça peut être de la merde, mais on vous dit c'est bien parce que c'est nouveau. Non, c'est pas vrai. Argumentum ad antiquitatem, argument qui prétend que la tradition détient les bonnes réponses. Bah là, c'est l'inverse de celui qu'on vient juste de voir, c'est-à-dire que bah si on a toujours fait comme ça devait être la bonne méthode. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a toujours pensé ou raisonné de cette façon-là que on s'était pas planté depuis toujours. Vous voyez, donc faut éviter deux extrêmes. Tout ce qui est nouveau est bien et tout ce qui est ancien est bien. C'est ni vrai ni l'un ni l'autre ne sont vrais. C'est entre les deux. C'est plus compliqué que ça. Argument par la foi, c'est forcément vrai puisque c'est écrit dans la Bible. Voilà. Ah bah, voilà. Donc Dieu a créé le monde, hein, c'est écrit dans la Bible. Donc, vous n'avez pas à chercher, pas à réfléchir plus que ça. Ben non, c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Alors le suivant est beaucoup utilisé dans les médias, celui-là. Argumentum ad ignorantiam. L'ignorance. On va jouer sur l'ignorance d'une personne, d'un phénomène. Alors ça existe beaucoup. Et souvent, on entend ça souvent.
En gros, l'argument qui veut dire que vous ne venez pas de la banlieue, donc vous ne pouvez pas en parler ou vous ne pouvez donc pas comprendre ce que ça fait d'être né dans une banlieue et donc vous ne pouvez pas en parler. Non, le fait de pouvoir en parler ou pas n'a rien à voir. Le fait que on y a vécu. La mort, bah vous pouvez pas parler de la mort parce que vous n'êtes jamais mort. Donc voilà, c'est le même type d'argument. Où en gros, c'est comme si un astronaute discutait avec un astrophysicien. L'astrophysicien, il fait quoi? Avec sa lunette, il regarde l'espace toute la journée. Et l'astronaute lui dit, bah, vous ne pouvez pas parler, vous ne connaissez pas l'espace tant que vous y êtes pas allé. Non, évidemment que bien que non, on connaît l'espace quand on l'observe toute la journée aussi. Voilà. Donc ça, c'est voilà, vous ne pouvez pas parler d'un sujet parce que vous l'avez pas vécu. Non, on peut parler d'un sujet même si on l'a pas vécu. On n'en parle pas de la même manière, c'est tout. Mais voilà. Argumentum an silencio. En gros, si vous vous taisez, c'est sûrement que vous n'avez rien compris. Voilà, en gros, c'est qu'on utilise l'idée que l'autre est en train de se taire pour justement lui dire, bah, si vous vous taisez là à ce moment-là précis, c'est que vous n'avez rien compris, donc vous n'avez pas le droit de me répondre, ou etc. etc. Là, c'est intéressant. Argumentum ad baculum, la raison du plus fort. C'est les Américains les plus forts, c'est sûrement eux qui ont raison. Ah non, pas du tout. C'est comme l'idée du chef, quoi. C'est lui le chef, donc c'est lui qui a raison. Non, ça n'a rien à voir. Argumentum ad crumenam, pardon. Aussi appelé la raison du plus riche. Et là où il y en a un célèbre en France qui a été sorti il y a récemment, hein, c'est si vous n'avez pas une Rolex avant 50 ans, c'est que vous avez raté votre vie. Non, ça a strictement rien à voir le fait d'avoir une Rolex ou le fait d'avoir raté sa vie, mais ça c'est la raison du plus riche. Hein. C'est celui qui a une Rolex qui a raison. Faut vraiment être un abruti pour avoir dit une chose pareille, mais c'est pas grave. Argumentum ad Lazarum, aussi appelé la raison du plus pauvre. La classe ouvrière se bat avec le réel tous les jours et est la seule à connaître la réalité du pays. La dictature du prolétariat est donc l'unique solution. Non, évidemment non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'on est le plus pauvre ou le plus malheureux qu'on a forcément raison. Mais par contre, si la société doit faire quelque chose, c'est évidemment vers les plus pauvres qu'elle va se tourner. Alors ce genre d'argumentaire qui va toujours dire c'est les pauvres, c'est les ouvriers, c'est les malheureux, etc. qui ont raison. Euh, non, ils ont pas raison. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les malheureux, les pauvres, etc., ils ont aussi le droit à la parole, et puis avec la même égalité que ceux qui sont riches, etc. Donc on voit derrière tous ces arguments fallacieux que l'idée fondamentale, ça serait évidemment que personne n'a raison parce qu'il est né beau, riche, grand, fort, pauvre, etc. Vous avez raison parce que votre argumentation est logique, cohérente, etc. Argumentum ad nauseam, aussi appelé la raison du par forfait. J'aime bien l'exemple qui est donné. Avez-vous lu les 38 000 références que je viens de vous citer? Non. Eh bien, je considère que vous n'avez rien à apporter à ce débat. Donc en gros, voilà, c'est raison par forfait, c'est pas mal, ça, c'est-à-dire vous citez des tas de gens, vous donnez des tas d'exemples compliqués qu'il faut vraiment avoir lu toute la Bible, il faut vraiment avoir lu tout tel et tel personnage historique pour pouvoir répondre. Évidemment, on vous dit bah si vous n'êtes pas capable de répondre sur ça, vous êtes capable de répondre sur rien, et donc vous êtes incompétent. Ça, c'est très souvent utilisé parce que il se trouve qu'on a quelques connaissances supplémentaires par rapport à un sujet, ou par exemple quand quelqu'un parle le latin, il dit est-ce que vous parlez latin? Bah si vous parlez pas latin, c'est que vous pouvez pas comprendre ce dont on parle, etc., etc. Celui-là est marrant. Pétition de principe, répéter comme prémisse la conclusion qu'on tente de défendre. En gros, Dieu existe car la Bible le dit, la Bible dit vrai car c'est Dieu qui l'a inspiré. Une sorte de tautologie, quoi. Dieu existe parce que Dieu existe. Alors, le prochain type d'argumentaire, c'est en gros les ruptures de corrélation. Exemple d'une corrélation, il y a un lien entre le nombre d'années d'études que vous avez fait et puis votre revenu. C'est-à-dire que si vous avez le bac, vous avez en moyenne un revenu qui est plus faible que si vous avez un bac plus 5. Alors, ça c'est une corrélation. Et en fait, une série de sophismes là qui vont jouer sur l'idée de la corrélation. Alors corrélation, ça peut être aussi une corrélation dans les questions, comme dans plurium interrogatium, multiplier et compliquer les questions. En gros, bonjour, comment allez-vous, quel est le sens de la vie, et vous mettez dans la même phrase tout un tas de questions qui partent dans tous les sens. Entre ces questions, il n'y a plus aucune corrélation. Eh bien, c'est une façon de créer une rupture dans l'enchaînement des phrases, qui fait qu'on ne sait plus à quoi répondre et on ne sait plus quoi dire.
Un faux choix, c'est soit blanc, soit noir, en gros, c'est soit tu vas vivre dans la misère dans la rue comme un clochard, soit tu fais des études. Non, l'alternative se joue pas là. Même si c'est pas tout à fait faux, mais il n'y a pas de corrélation entre finir dans la rue comme un clodo et faire des études. Parce que tout simplement, on peut faire des études et finir dans la rue comme un clodo. Fausse objection. Alors, évitez d'invoquer une vraie raison. Par exemple, quand un enfant veut pas faire ses devoirs, il va vous dire c'est trop compliqué, je suis fatigué ou je sais pas quoi. Pour pas vous dire, en gros, j'aimerais regarder la télé, j'aimerais rien faire, j'aimerais jouer à des jeux vidéo, etc. Mais comme il peut pas dire ça, il va pas dire la vérité, il va justement, il va pas être dans la corrélation. La vraie corrélation, c'est je veux pas faire mes devoirs parce que je préfère jouer aux jeux vidéo. Il va vous dire une autre corrélation, ce qui est je veux pas faire mes devoirs parce que c'est trop compliqué, parce que, etc. Ceci étant dit, un enfant peut ne pas vouloir faire ses devoirs parce que c'est effectivement trop compliqué. Refus de la corrélation, c'est-à-dire que savoir qu'une corrélation n'entraîne pas forcément une causalité, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une corrélation entre le niveau d'études et les revenus futurs, mais c'est pas forcément la cause. C'est-à-dire que la cause des revenus peut venir d'autre chose que les années d'études. Par exemple, le fait que vous ayez des revenus élevés ne vient pas du nombre d'années d'études que vous avez fait, mais vient du fait que vous ayez des parents riches. Effectivement, comme vous avez des parents riches, ils ont pu vous payer des études jusqu'à bac+5, et de cette manière-là, vous avez effectivement à la fin un revenu plus élevé. Mais finalement, c'était pas tellement le fait d'avoir fait des études, c'est surtout le fait d'avoir des parents aisés qui vous a permis d'obtenir un salaire élevé. Donc là, il y a refus de la corrélation. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas forcément, ou c'est même pas vrai que il n'y a pas de lien entre le niveau d'études et le revenu. Le seul lien, c'est avoir des parents riches ou pas. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, ni tout à fait faux d'ailleurs. Le prochain, c'est l'équivocation, c'est jouer sur la polysémie d'un mot, c'est-à-dire le fait qu'un mot ait plusieurs sens. Étienne Chouard en a proposé un très intéressant récemment, qui est qu'est-ce que nos représentants politiques? C'est vrai que c'était une bonne question, parce que quand on dit un représentant, ça peut être aussi bien un serviteur qu'un maître. Quelqu'un qui nous représente parce qu'on peut pas être là et c'est nous qui avons plus de pouvoir que lui, ça c'est la théorie. Et souvent la pratique, c'est il nous représente parce qu'on n'est pas capable de nous représenter nous-mêmes. Ça c'est plutôt ce qui se passe réellement. Donc voilà, intéressant, ça s'appelle une équivocation. Ensuite, des confusions entre le tout et la partie. Prendre la partie pour le tout. Exemple, hein, si vous avez voté pour François Hollande, c'est que vous êtes pour le mariage homosexuel. Non, pas du tout. On a voté peut-être pour 2, 3 idées qui nous intéressaient, et puis le reste, on sait pas, on n'a pas d'idée sur ça. Ou diviser excessivement, hein, le dit monde se divise en 2 catégories, ceux qui ont un revolver chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Non, le monde se divise pas. Il se trouve que le monde se divise pas en 2 catégories. Là, dans le film, effectivement, la réplique est géniale, mais non, le monde se divise pas entre 2 catégories. C'est notre petit groupe à nous qui se divise en 2 catégories. Voilà. Les généralisations invalides. Alors tout ce qui est échantillon représentatif. Exemple, ma grand-mère m'a dit qu'elle était contre l'euthanasie, donc toutes les personnes âgées sont contre l'euthanasie. C'est-à-dire que effectivement, mais est-ce que ta grand-mère est un échantillon représentatif? C'est-à-dire qu'à partir de ta grand-mère, tu peux donner la vérité générale ou l'ensemble de l'opinion des Français? Pas du tout. Mais il y a beaucoup de gens qui font je pense que, donc tout le monde doit penser que, ou j'ai rencontré 3 personnes qui pensaient quelque chose, donc tous ces personnes-là doivent penser la même chose. Non, effectivement, il faut pas prendre le tout pour la partie. La partie pour le tout, c'est-à-dire il faut pas parce que votre grand-mère a dit quelque chose que toutes les grand-mères pensent la même chose. Ça, c'est vraiment des genres de sophismes qu'on fait très souvent les échantillons non représentatifs. Généralisation abusive, aussi appelée déduction hâtive, et voilà. Les Anglais sont trilingues. Oui, j'ai rencontré un Anglais qui parlait 3 langues. Non, t'as rencontré un Anglais qui parlait 3 langues, mais tous les Anglais ne sont pas trilingues. Et encore, on peut généraliser de façon encore plus excessive en disant tous les Anglais sont trilingues, parce que j'en ai rencontré un qui parlait 3 langues. On peut dire des choses plus souvent quand on argumente contre des gens, on peut dire voilà, j'en ai rencontré un j'ai rencontré, je sais pas moi,
Ouais, j'ai rencontré un enfant qui savait pas parler ni lire à part le langage SMS, donc tous les enfants sont comme ça. Non, tous les enfants ne sont pas accrochés à leur portable toute la journée à écrire en langage SMS. Il y a des tas d'enfants, des tas de jeunes qui savent très bien écrire français, etc. Mais souvent on a tendance à généraliser dans les débats publics parce que souvent à la télévision on lâche des sophismes à longueur de temps, parce que bon déjà on n'a pas forcément le temps d'aller vite. Mais souvent, par exemple, la généralisation abusive qu'on fait toujours, c'est les jeunes de banlieue. Non, les jeunes de banlieue, ça n'existe pas. Il y a différents types de jeunes de banlieue, différentes histoires, différentes capacités, différents niveaux d'études, etc., etc. Et donc, j'ai rencontré un jeune de banlieue qui a fauché un sac dans un supermarché. Donc tous les jeunes, non, donc il n'y a pas de donc. Tous les jeunes de banlieue sont comme ça, c'est faux. Donc il faut éviter de généraliser abusivement, et c'est ce qu'on fait quand on veut critiquer, je sais pas moi, quand le racisme c'est souvent ça, c'est on critique les noirs, les arabes ou je sais pas quoi. Ou encore un meilleur exemple, les prêtres par exemple. Il y a un prêtre pédophile, donc tous les prêtres sont pédophiles. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Mais c'est très pernicieux parce qu'il y a des tas de prêtres qui sont des bons prêtres et il faut pas généraliser, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Euh, mais de toute façon, le racisme, tout ce genre de choses, ça regroupe quelque chose qui est infiniment plus large, que l'on traitera ensemble, qui s'appelle le mépris. Et le mépris, à mon avis, le racisme, c'est rien du tout par rapport à la quantité de mépris qu'on autorise chez l'être humain ou des êtres humains envers les uns envers les autres. Euh, le racisme, l'antisémitisme et toutes ces choses-là, c'est toute petite partie de tout le grand mépris général et universel qui existe. Et quand quelqu'un généralise, il ne fait que rajouter sa petite pierre ridicule à l'édifice de la haine qui existe entre les hommes. Et souvent, ce genre de sophisme est utilisé pour critiquer quelqu'un, ou critiquer tout un peuple, ou toute une nation, voilà. Comme si je veux dire les banquiers sont tous des escrocs, non, il y a peut-être un banquier ou deux banquiers ou trois banquiers qui sont des escrocs, mais tous ne sont pas des escrocs, heureusement, et c'est vrai aussi pour les hommes politiques. Il y a quelques escrocs dans la politique, il y en a pas mal d'ailleurs, même des escrocs dans la politique, mais tous les hommes politiques ne sont pas des gens malhonnêtes, c'est faux. C'est aussi débile que dire que, je sais pas moi, ça va dire une connerie. Mais en gros, de dire que tous les Arabes sont des voleurs, non, c'est pas vrai. C'est faux. D'ailleurs, j'en connais personnellement même pas d'ailleurs. Et puis ainsi de suite. Donc, il faut vraiment l'idée de généraliser, c'est vraiment de la merde. Et il faut absolument pas faire ça parce que finalement, on n'est que dans un schéma qui est toujours le même dans l'être humain, qui est le mépris et qui donc il faut vraiment éviter ce mépris-là parce que dans tous les peuples et dans toutes les religions et partout sur la planète, il y a tout un tas de connards, c'est vrai. Mais si vous disiez j'ai rencontré un être humain qui est un connard, donc tous les êtres humains sont des connards, c'est justement pas vrai. J'ai rencontré un Français qui était un connard, tous les Français sont des connards. Non, c'est pas vrai non plus. Et puis, c'est infiniment plus compliqué que ça, et chaque Français a sa personnalité et est différent. Et ce qui est intéressant, c'est autant les différences que les ressemblances. Tout est intéressant chez une personne, son histoire, etc. Et donc, s'arrêter à des généralisations, ce qu'on peut aussi appeler des ontologisations, c'est très grave, et c'est surtout, ça mène à rien. Ensuite, on continue avec la manipulation des statistiques. En gros, comme disait Alfred Sauvy, les chiffres sont des petits êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par dire tout ce qu'on veut. Eh bien, c'est vrai. Avec des chiffres, on peut leur faire dire absolument n'importe quoi. Je veux pas trop m'étendre là-dessus. Ensuite, tout ce qui est manipulation des probabilités. Bon, ça, c'est aussi facile à comprendre. Hein. Il y a un exemple qui est donné. Lancer 3 pièces, 2 sont forcément du même côté, soit pile, soit face. La troisième a une chance sur 2 d'être également de ce côté-là. Donc, il y a une chance sur 2 que toutes les pièces soient toutes les 3 du même côté. Alors c'est faux, si vous lancez 3 pièces en l'air, j'ai fait le calcul avant, il y a une chance sur 4 que les 3 pièces soient du même côté. Le déshonneur par association ou l'honneur par association, donc en gros si vous êtes copain avec un tel, eh bien vous êtes comme lui. Voilà, si un tel est un salaud, bah, vous êtes copain avec lui, vous êtes un salaud aussi. Euh, ignoratio elenchi, aussi appelé conclusion excessive.
Donc là, quand la conclusion est un peu excessive, voilà, si je t'embrasse pas ce soir, je vais mourir. Euh, Ça c'est un peu excessif, on exagère quand on fait ça. Euh, L'argumentum ad temperatiam. Alors ça c'est faut-il c'est aussi le juste milieu. C'est quand on dit que sur n'importe quel sujet, il faut toujours dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est un sophisme. Si je vous dis faut-il se venger, par exemple, si je vous pose la question faut-il se venger, la réponse est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est une réponse plus compliquée. Le sophisme naturaliste mêle un jugement de fait et un jugement de valeur, prétendre qu'une chose est bonne parce qu'elle est naturelle. Donc voilà, une pomme, c'est bon parce que c'est naturel. C'est souvent les choses ne sont pas meilleures parce qu'elles sont naturelles. Dire un volcan, c'est pas une catastrophe meilleure parce qu'elle est naturelle. C'est un peu différent. Tous les sophismes dans lesquels on ne suit pas les prémices, c'est-à-dire je vais dire quelque chose et la suite n'est absolument pas logique avec ce que j'ai dit au début. Exemple, hein, aujourd'hui il fait beau, donc demain il pleuvra. Il n'y a aucun lien entre les deux. Euh, alors ça souvent, bon, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire je dis quelque chose et puis par la suite je parle d'autre chose. C'est-à-dire que je vais, par exemple si je vous disais, je vais vous faire une super vidéo sur la métaphysique, vous allez tout comprendre du sens de la vie et de l'existence, mais d'abord je vais vous parler de mes vacances en Bretagne parce que ça me fait plaisir de parler de moi, etc. Non, les prémices suivent pas, je vous dis que je vais faire quelque chose et finalement je parle d'autre chose à la fin. Voilà, donc très bon exemple là avec les Écossais. Aucun Écossais ne met de sucre dans son porridge. Réponse, pourtant mon oncle Angus, qui est écossais, adore mettre du sucre dans son porridge. Oui, mais aucun bon Écossais ne met du sucre dans son porridge. Donc là, ça suit pas les prémices, parce qu'au début j'ai dit aucun Écossais ne met et dans la suite je dis non, c'est pas ce que je veux dire aucun bon Écossais. Donc j'ai dit quelque chose et finalement je veux dire j'oublie ce que j'ai dit juste avant. Encore une autre technique. Alors, elle s'appelle empoisonner le puits. Je trouve pas que c'est une bonne idée. Bon, une personne qui, lorsqu'elle ne peut plus avoir raison, ridiculise ou dénigre l'objet du débat. Finalement, quand vous pouvez pas avoir raison sur tel ou tel débat, vous dites finalement, ce sujet-là, on en a rien à foutre. Donc voilà. Ensuite, tout un tas de sophismes qui concernent la cause, puisque quand on argumente, on a toujours une cause qui entraîne une conséquence. Et qu'on a post hoc ergo propter hoc, aussi appelé confondre synchronicité et causalité. Exemple, j'ai bu une tisane, grâce à cela mon rhume a disparu le lendemain. Effectivement, on ne sait pas du tout si le fait d'avoir absorbé une tisane a un quelconque effet sur le fait d'avoir été guéri du rhume. Mais bon, une erreur commune. Simplification excessive de la causalité. Les opposants, exemple, les opposants au mariage homosexuel, au mariage pour tous, sont contre, car ils sont méchants. Au type dans les trucs et techniques, toujours. Technique du chiffon rouge. C'est-à-dire que, en gros, c'est un peu la même technique que le torero, on va agiter un chiffon rouge pour que l'autre fonce dedans, en fait. Et donc, quand par exemple, quelqu'un vous parle du mariage pour tous, là, et puis pour le chiffon rouge, pour l'énerver, parce que vous voulez l'énerver un petit peu, vous pouvez lui dire mais si on autorise le mariage pour tous, pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas aussi la polygamie? Et puis pourquoi moi j'aime Dieu et pourquoi je pourrais pas le droit de me marier avec Dieu? Et puis l'autre il aura peut-être envie de se marier avec son aspirateur et puis ainsi de suite. Évidemment quand vous faites ça, vous voulez que l'autre se retrouve soit face à des contradictions, soit vous fonce dessus. Alors souvent, moi j'avais vu quand même, les hommes politiques sont très forts, souvent ils avaient refusé la question en disant c'est du n'importe quoi. Vous voyez, autre technique sophistique, alors qu'en fait, vous pouvez très bien poser la question, et justement pour que l'homme politique saute dedans en se disant, en s'énervant et en se ridiculisant. Le suivant, il est très utilisé sur Internet, c'est le reductio ad Hitlerum, ou la loi de Godwin, hein, c'est-à-dire en gros, vous êtes un nazi, ou un agent de la CIA, etc. Alors, moi j'ai une technique qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais quand quelqu'un vous traite de nazi, vous lui dites que vous veniez exactement d'un pays d'une organisation qui s'appelle la NASIA.
mi-nazi, mi-agent de la CIA. Ça, au moins c'est clair, l'autre vous vous foutez de sa gueule. Encore quelques sophismes, hein. Réification ou hypostase, transposition d'un concept abstrait comme objet concret, donc comme un objet, hein. Il n'y a pas de démocratie dans ce pays, il faudrait y exporter un peu de la nôtre. Voilà un exemple parfait, c'est-à-dire que c'est comme si vous pouvez vous donner de la démocratie et vous étiez au marché, qui veut de la démocratie, moi j'en ai à vendre. On dirait qu'on parle d'une marchandise ou d'un objet, alors que en fait la démocratie c'est un processus politique compliqué, enfin c'est un processus historique, c'est beaucoup de choses en même temps. Et donc ça se donne pas, c'est pas un objet. C'est comme je vais te donner de l'amour, ça se donne pas l'amour, c'est quelque chose qui se vit à la limite. Mais ou alors, on peut pas donner ça comme un objet. On peut pas comparer ça à un objet. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un d'ailleurs qu'on l'aime plus ou qu'on l'aime moins, c'est débile, puisque l'amour n'étant pas un objet, n'est pas quantifiable. C'est pas quelque chose de mesurable. On aime ou on n'aime pas, mais on n'aime pas plus ou moins. Ça a pas de sens. Renverser la charge de la preuve. Exemple, prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est dire, vous dites que moi je crois en Dieu, et vous, vous y croyez pas. Eh bien, je veux dire, prouvez-moi que Dieu n'existe pas à ce moment-là. Et peut-être que je serai d'accord avec vous. Vous voyez, là, on demande à l'autre de renverser la charge de la preuve. C'est vous qui allez me prouver pourquoi j'ai tort. C'est pas, vous allez me montrer que vous avez raison, c'est vous allez me prouver comment j'ai tort. C'est d'autant plus compliqué. Pente savonneuse, prétention qu'un compromis donné doit être refusé car il amorcerait une cascade de conséquences de plus en plus graves. Exemple, si vous rétablissez la pêche de cette espèce de poisson, la tendance se généralisera bientôt aux autres variétés protégées, puis aux tortues et par la suite aux grands mammifères marins, et la biodiversité de nos océans sera en grave danger. Effectivement, si vous autorisez le mariage pour tous, à bientôt les gens voudront se marier avec leur aspirateur, et puis demain ils voudront se marier avec leurs animaux de compagnie, puis après ils voudront se, etc., etc. La pente. Alors que si j'accepte votre thèse, ou votre thèse peut être raisonnable, mais les conséquences sont déraisonnables. Ça c'est très intéressant si l'homme de paille formule un argument facilement réfutable, puis l'attribue à son opposant. C'est-à-dire qu'en gros, si on discute et puis on n'est pas d'accord, et puis par exemple vous êtes mon patron et je vous dis voilà pourquoi est-ce que vous voulez pas me donner une augmentation, et puis mon patron me répond mais moi j'aimerais bien vous donner une augmentation, mais si je vous donne une augmentation il faut que j'en donne à tout le monde, puis après l'entreprise elle va couler, alors pourquoi est-ce que vous voulez couler l'entreprise? Et puis évidemment fait tout de suite voilà, je veux une augmentation a été transformé en vous voulez couler l'entreprise. Évidemment quand une augmentation, il a du mal à dire non. Par contre, couler l'entreprise, il va dire bah non, je ne veux pas que vous couliez l'entreprise, alors que vous demandiez en réalité tout simplement une augmentation. Ça, c'est très utilisé, c'est très utilisé. On reformule tout simplement ce que dit l'autre, mais d'une façon à ce que ce soit plus facile à mettre en morceaux. Autre truc de sophisme, les faux dilemmes, en gros, hein, c'est-à-dire quand tout ce qui est le manichéisme, c'est-à-dire si vous êtes pour ou contre, vous êtes avec moi ou contre moi, tout ce qui ne laisse pas le choix. Vous êtes pour ou contre le terrorisme? Bah, on peut que être contre, évidemment, c'est un faux choix. Hein, ou la France, tu l'aimes ou tu la quittes? Bah non, c'est pas tu l'aimes ou tu la quittes, genre, la question se pose pas comme ça en fait. C'est enfin bref, ça c'est des sophismes sur des faux dilemmes. Voilà, je pense qu'avec la vidéo de rhétorique numéro 2 et celle-ci, je crois qu'on a fait le tour d'à peu près tous les trucs et astuces qu'on peut utiliser pour dans le langage ou dans le cadre du langage pour convaincre ou influencer quelqu'un. Maintenant, on va parler des autres modes d'influence qui sont vraiment la manipulation pure et simple. Et je ferai ça dans une troisième et dernière vidéo sur la rhétorique. Là, ça sera de la rhétorique à la manipulation. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et puis, on se retrouve pour la troisième partie d'une vidéo toujours consacrée à la rhétorique, où là, on va vraiment parler de manipulation mentale.